Vous regardez Al24 News, bonsoir à tous, à la une de ce jeudi 18 novembre 2021. En ouverture de sa tournée africaine, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken met en garde contre les menaces à la démocratie. Les violences des forces de l'ordre soudanaises contre des manifestants désarmés sont tout à fait honteuses, a dénoncé Michelle Bachelet, la haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. Nous en parlerons dans cette édition. Les Philippines ont accusé les gardes-côtes chinois d'avoir tiré au canon à eau sur 2 bateaux ravitaillant le personnel militaire philippin en mer de Chine méridionale. Et zoom ce soir sur Kautar Ben Halima, Miss Maroc, lynchée sur la toile en raison de ses origines algériennes. Mission délicate pour Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, sa première tournée africaine qui l'emmène dans 3 pays, Kenya, Nigeria, Sénégal. Une tournée qui intervient dans un contexte difficile pour de nombreux États africains. D'abord centrée sur la démocratie et le changement climatique, les crises en Éthiopie et au Soudan devraient remettre la sécurité au menu des échanges. Les détails avec Sohila Akilal. Depuis Nairobi au Kenya, où il a entamé une tournée en Afrique subsaharienne qui le mènera notamment au Nigeria et au Sénégal, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui s'est entretenu avec le président Kenyatta, a exhorté les pays africains à rester vigilants face aux menaces qui guettent la démocratie. Ces dernières années, nous avons insisté sur une récession démocratique. Des institutions démocratiques sont remises en question. Des journalistes et des militants des droits de l'homme sont menacés et agressés. Anthony Blinken, qui ne s'est jamais rendu en Afrique depuis sa prise de fonction, tente de réparer les relations diplomatiques entre les États-Unis et le continent africain, complètement marginalisé par l'administration Trump. Il a de ce fait rappelé que pas moins de 50 millions de doses de vaccins ont été fournies par les États-Unis aux pays africains dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Nous avons fourni plus de 50 millions de doses de vaccins à 43 pays africains, dont près de 4 millions de doses pour le Kenya, et nous l'avons fait sans aucune condition politique, car il s'agit de sauver des vies et c'est la seule mesure qui compte. La visite d'Anthony Blinken en Afrique intervient dans un contexte difficile pour de nombreux pays secoués par des conflits armés et des crises politiques. La question sécuritaire, notamment au Soudan, en Somalie et en Éthiopie, sera au menu des échanges. Et au Soudan, justement, 15 manifestants anti-putsch ont été tués à Khartoum. C'est la journée la plus sanglante depuis le coup de force du 25 octobre mené par l'armée soudanaise. Toutes les communications, y compris téléphoniques, sont coupées depuis hier. Naïla et Hamouda. Alors que le processus démocratique soudanais est en danger, les discours d'apaisement se multiplient. Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, a assuré que les États-Unis œuvraient avec la communauté internationale pour pousser l'armée soudanaise à libérer les détenus. Nous soutenons le peuple soudanais qui a maintes fois exprimé clairement ses aspirations à la démocratie et nous soutenons leurs appels à restaurer la transition démocratique dans le pays. Nous continuerons à travailler avec la communauté internationale pour exhorter l'armée soudanaise à libérer toutes les personnes détenues lors de la prise de contrôle. Nous nous engageons intensément avec des représentants de tous bords. Le Soudan était sur la voie de la démocratie et de la stabilité. Revenir sur cette voie est le meilleur moyen pour le Soudan pour atteindre la paix et la prospérité et de devenir un leader sur le continent avec le soutien de la communauté internationale. Pas plus tard qu'hier, le Soudan a connu la journée la plus meurtrière depuis le 25 octobre. Au moins 15 personnes ont été tuées par balles, dont 11 dans la seule banlieue nord de Khartoum, selon le dernier bilan d'un syndicat de médecins pro-démocratie. Les forces de sécurité visaient la tête, le cou ou le torse, selon le même syndicat. La police, elle, assure ne pas avoir ouvert le feu. Cependant, des grenades lacrymogènes ont été lancées sur les milliers de manifestants venus protester contre l'accaparement de la scène politique par les militaires. La télévision d'État assure qu'une enquête sera ouverte pour déterminer les circonstances dans lesquelles les manifestants ont été tués.
Plusieurs milliers de personnes manifestaient pour exiger le départ des militaires et du général Abdel Fattah el-Burhan à l'origine du putsch. Pour museler la contestation, l'actuel pouvoir a coupé l'accès à Internet il y a déjà plusieurs semaines. Il a également brouillé l'ensemble des communications téléphoniques dans un pays où l'opposition a pris l'habitude de s'organiser par SMS. Cette brutale déconnexion de 45 millions d'habitants a engendré une mobilisation moins importante que les précédentes. Depuis le coup de force des militaires, 39 personnes ont été tuées et plusieurs centaines ont été blessées. Et je vous le disais en titre, l'ONU réagit après le bilan sanglant de mercredi et des nouvelles violences jeudi. Dans un communiqué, la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a condamné le meurtre par des forces de sécurité d'au moins 39 personnes au Soudan depuis le coup de force opéré par Abdel Fattah el-Burhan du 25 octobre, dont 15 auraient été abattus mercredi lors de manifestations dans l'agglomération de Khartoum. Et puis la situation en Éthiopie suscite l'inquiétude de la communauté internationale. Selon le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, l'échec à tenir des pourparlers conduirait à l'implosion de l'Éthiopie et se répercuterait sur d'autres pays de la région. Amal Amzian Zitouni. La région du Tigré en Éthiopie, plongée dans un conflit qui oppose le gouvernement fédéral du Premier ministre Ahmed Abiy et le Front de libération du peuple du Tigré, et ce depuis le 4 novembre 2020, n'augure rien de bon. La zone située à 700 km du nord de la capitale Addis Abeba et qui compte 6 millions d'habitants est depuis coupée du monde, plongeant ainsi la région du nord du pays dans une crise humanitaire. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, conscient que le conflit menace l'Éthiopie et implique les États voisins, il s'est dit préoccupé par le conflit. Nous sommes profondément préoccupés par la situation en Éthiopie. Le conflit qui s'y vit menace non seulement ce pays, mais aussi ses voisins. Notre envoyé spécial, Jeffrey Feltman, travaille avec le haut représentant Obasanjo pour faire pression sur les parties afin qu'elles mettent fin aux hostilités immédiatement et sans conditions préalables. Washington a ordonné le départ de son personnel diplomatique non essentiel en Éthiopie, un départ justifié en raison du conflit armé, de troubles civils et de possibles pénuries. Le Premier ministre de transition malien Choguel Kokala Maïga et la quasi-totalité de son gouvernement figurent parmi environ 150 personnalités visées par des sanctions individuelles infligées récemment par la CEDEAO, interdiction de voyage et gel d'avoirs financiers. Les précisions d'Iman Marad. Choguel Kokala Maïga, le Premier ministre de transition malien, ainsi que son gouvernement, figurent parmi les 150 personnalités visées par des sanctions individuelles infligées récemment par la CEDEAO, selon un communiqué officiel de l'Organisation régionale ouest africaine paru mercredi. Assimi Goïta, président de transition, auteur du coup de force qui l'a mené au pouvoir le 18 août 2020, n'apparaît pas sur cette liste, ainsi que 27 ministres en plus du chef du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop. Aucune explication n'a été fournie à leur absence dans le document officiel. Par ailleurs, les 121 membres du Conseil national de la transition sont sanctionnés avec le gel des avoirs financiers, l'interdiction de voyager de toutes les personnalités qui se trouvent sur la liste, ainsi que les membres de leur famille. Pour rappel, les dirigeants de la CEDEAO avaient décidé, après s'être réunis en sommet le 7 novembre dernier, d'appliquer des sanctions individuelles à tous ceux qui retardaient la tenue d'élections pour un retour à un état civil, dans un pays politiquement instable et où la menace terroriste plane toujours sur ses frontières et à l'intérieur même du Mali. La CEDEAO avait indiqué lors de ce sommet avoir reçu la confirmation officielle de la part des autorités maliennes qu'elle ne serait pas en capacité d'organiser des élections présidentielles et législatives en février 2022, comme l'avait promis Assimi Goïta. 10 migrants ont été retrouvés morts mardi sur un bateau au large de la Libye, une découverte faite par une équipe de l'ONG Médecins sans frontières. Les migrants sont sans doute morts étouffés après 13 heures à dériver en mer. Les 99 survivants qui se trouvaient à bord du même bateau ont été secourus par le navire de secours de Médecins sans frontières. Et revirement géostratégique au Yémen suite à la reprise du port de Hodeïda par des Houthis après le retrait de forces loyalistes. Cet événement redistribue les cartes dans le pays, le port représentant un atout majeur dans l'échiquier politique du pays. Safwan Pansabri.
C'est un changement majeur des lignes de front que représente, selon l'ONU, le retrait surprise des troupes loyalistes du port stratégique de Hodeïda sur la mer Rouge. En réalité, ce sont les lignes politiques et les équilibres de force en présence qui sont en train d'être redéfinis, et le gouvernement officiel semble en être le grand perdant. Les forces conjointes soutenant le gouvernement yéménite ont soudainement quitté la semaine dernière leur position autour de la ville portuaire de Hodeïda, laissant ainsi le champ libre aux rebelles Houthis et entraînant le déplacement de plus de 6000 personnes, alors que les positions militaires impliquées au Yémen n'avaient globalement pas bougé cette année. Principal point d'entrée de l'aide humanitaire et des importations, dont le pays dépend à près de 90% pour ses denrées alimentaires, Hodeïda constitue un gain stratégique important pour les Houthis, qui contrôlent également la capitale Sanaa plus à l'est, ainsi que la route qui les relie. Les cartes stratégiques au Yémen sont ainsi redistribuées alors que la guerre dure depuis 2015. En attendant, l'ONU avance que le Yémen traverse la pire crise humanitaire du monde, avec 16 millions de personnes littéralement au bord de la famine. Les États-Unis et les pays arabes du Golfe accusent dans une mise en garde commune l'Iran de vouloir provoquer une crise nucléaire et déstabiliser le Moyen-Orient avec ses missiles balistiques et ses drones. Tous les participants ont exhorté le nouveau gouvernement iranien à saisir l'opportunité diplomatique liée aux négociations de Vienne pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien afin de prévenir un conflit et une crise, ont déclaré Washington et le Conseil de coopération du Golfe CCG dans un communiqué. La crise humanitaire en Afghanistan s'accentue. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, Deborah Lyons, interpelle la communauté internationale à ne pas abandonner la population afghane qui fait face à un niveau très élevé de crise alimentaire. Au bord de l'asphyxie, l'Afghanistan risque une fin d'hiver sous fond de famine. Commentaire Amin Touta. 3 mois après le départ des Américains, l'Afghanistan fait face à un désastre humanitaire sans précédent. Plus de 50% de la population locale est confrontée à une crise de la faim qui risque de s'intensifier au cours de l'hiver prochain, estime l'envoyé spécial de l'ONU, Deborah Lyons. La situation humanitaire est critique. Mais une chose est sûre, l'assistance n'est pas suffisante. La communauté internationale doit trouver en urgence des alternatives durables. Un constat alarmant appuyé par le bilan des organisations internationales qui craignent un cataclysme humain causé principalement par l'arrêt brutal des financements internationaux et une économie locale effondrée. S'ajoute à ce contexte un secteur de santé affaibli par les sanctions financières à l'encontre du régime des talibans qui est en quête d'une reconnaissance internationale, une levée des sanctions maintenue jusque-là par la communauté internationale qui reste sceptique à relancer les aides pour ce pays en proie à une instabilité sécuritaire depuis plus de 4 décennies. Santé visée par les dernières restrictions en Autriche, c'est la ruée des non-vaccinés vers des centres de vaccination du pays. Des files d'attente interminables au premier jour de l'entrée en vigueur des restrictions justement qui obligent les non-vaccinés à rester chez eux sauf pour aller travailler, se soigner ou se rendre dans un commerce essentiel. Et Covid toujours, le Kremlin qui vient de reconnaître son erreur de calcul sur les pronostics de la pandémie. On n'en voit plus le bout. Au début, nous pensions que la pandémie se terminerait d'ici 6 mois à 1 an. Nous nous sommes trompés dans nos calculs, a admis le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Lors d'une conférence de presse, l'Agence fédérale de surveillance de la consommation a annoncé la prolongation des règles sanitaires contre la propagation du virus, prévoyant le port du masque et des restrictions de déplacement pour les personnes âgées de plus de 60 ans jusqu'en 2024. L'ex-président géorgien Mikhail Saakashvili est dans un état critique, incarcéré depuis son retour d'exil début octobre. Il est en grève de la faim depuis plusieurs semaines. Ses médecins réclament un transfert immédiat vers une unité de soins intensifs d'un établissement hospitalier civil mieux équipé. Mikhail Saakashvili ne reçoit pas les soins appropriés, ont affirmé ses médecins. Et puis au Canada, suite à des inondations et des coulées de boue qui ont causé des ravages dans une partie du pays, John Horgan, le Premier ministre de la Colombie-Britannique, a décrété hier l'état d'urgence. Mohamed Amina Barkan.
Les pluies torrentielles, glissements de terrain, inondations qui ont touché ces derniers jours la Colombie-Britannique dans l'ouest du Canada et quelques provinces ont fait au moins un mort et des milliers d'évacués. Selon les images retransmises par les télévisions canadiennes, la pluie avait cessé, mais de nombreuses routes restaient fermées et des villes étaient toujours inondées, jusqu'à 250 mm enregistrés. Une pluviométrie effarante pour ce pays connu pour son froid glacial. Le Premier ministre de la Colombie-Britannique, l'une des provinces les plus touchées par ces inondations, John Horgan, a décrété l'état d'urgence afin d'assurer le transport rapide des biens essentiels et des équipements médicaux vers les communautés de la province ainsi que pour permettre aux véhicules d'urgence de circuler. Les forces armées canadiennes ont été appelées en renfort. Des militaires devaient se rendre rapidement sur place pour accélérer l'évacuation. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a fait le point sur la situation depuis Washington où il se trouve dans le cadre de la rencontre des dirigeants nord-américains. Il a assuré qu'il était en contact avec les autorités de la province afin d'apporter son aide, notamment pour maintenir la chaîne d'approvisionnement alors que le système autoroutier a été gravement endommagé. Selon les autorités locales de la Colombie-Britannique, depuis la fin de la tempête, le niveau du fleuve a baissé de 2 mètres, mais doit encore diminuer de 1 mètre pour que les barrages puissent être ouverts et permettre à l'eau de sortir plus rapidement. Entre mardi soir et mercredi, plus de 180 opérations de sauvetage ont été effectuées. Aux États-Unis, le plan de Biden sur les infrastructures approuvé par le Congrès, un vaste plan de restructuration pour un montant de 1 200 milliards de dollars. Objectif, la rénovation ou construction de ponts, routes, bornes pour voitures électriques, canalisation d'eau, mais aussi développer les transports publics et l'Internet à haut débit. Le tout, selon Joe Biden, mettra l'Amérique en position de gagner la compétition face à la Chine. Et nous restons aux États-Unis dans l'affaire du Capitole. Souvenez-vous, le chaman de Cannon, Jacob Chansley, de son vrai nom, qui a fait le tour des médias et autres réseaux sociaux, a été condamné à 41 mois de prison pour son rôle dans l'attaque du Capitole de Washington du 6 janvier. Ce supporter de Donald Trump avait plaidé coupable d'entrave à la certification des résultats de la présidentielle par le Congrès. Nouvelle poussée de fièvre dans la très disputée mer de Chine méridionale. Les Philippines ont accusé les gardes-côtes chinois d'avoir, disent-ils, tiré au canon à eau sur les bateaux ravitaillant le personnel militaire philippin. Ils ont également demandé à Pékin de faire marche arrière. Les explications d'Amin Touta. Une vague de tension surgit entre Pékin et Manille en mer de Chine méridionale. Les autorités philippines accusent ouvertement la Chine d'avoir tiré au canot à eau sur des bateaux philippins dans cette zone maritime contestée par plusieurs pays de la région. Par le biais de son ministre des Affaires étrangères Teodoro Lixin, les Philippines ont condamné les agissements chinois en exprimant son indignation et en qualifiant les bateaux visés de vaisseaux civils censés être couverts par un pacte de défense mutuelle avec les États-Unis. L'incident s'est produit mardi au moment où les bateaux philippins se rendaient dans l'atoll Second Thomas, dans les îles Spratlys disputées. Pour l'heure, aucun blessé n'a été signalé. Cet incident fait ressurgir à nouveau le conflit sur la mer de Chine méridionale, revendiqué par la Chine et les Philippines, le Vietnam, l'Indonésie, la Malaisie ou encore le sultanat de Brunei. Cette zone stratégique pour les échanges commerciaux et de transit maritime a déjà fait l'objet d'un contentieux d'arbitrage entre Pékin et Manille en 2016, en vertu duquel la Cour permanente d'arbitrage international a estimé que Pékin n'a pas de droit historique sur la majorité des eaux stratégiques de la mer méridionale. Au chapitre économie, une caravane transportant 480 tonnes de produits algériens a démarré ce matin vers Nouakchott et Dakar au titre de la dynamisation et la promotion des exportations hors hydrocarbures et la nouvelle politique de positionnement de l'Algérie en Afrique. Les détails avec Mohamed Ouali Ben Chaban. Lors de cette nouvelle opération d'exportation, l'Algérie expédiera dans l'espace de 10 jours 480 tonnes de marchandises destinées vers le marché mauritanien. Cette caravane traversera le Sahara algérien et le désert mauritanien pour arriver à la destination Nouakchott et le Sénégal par la suite. Après environ 11 jours, c'est un vrai défi à relever qui atteste le patriotisme des chauffeurs et leurs accompagnateurs qui devront faire face aux difficultés afin d'augmenter les chiffres d'exportation algérienne.
Je pense que cette caravane est une véritable réponse à ceux qui ont pensé que l'Algérie est incapable de passer à l'exportation. Mais nous avons prouvé qu'on est capable de relever le défi. La même caravane comprend 3 camions transportant des produits fabriqués par plusieurs opérateurs économiques algériens. Seront dirigés vers la capitale sénégalaise pour prendre part à la 29e exposition internationale à Dakar. Vous savez tous que l'exportation est devenue un métier très important pour le développement de l'économie algérienne. Donc notre présence dans cette opération est un fort signal des autorités qui prouvent que les opérations d'exportation algériennes sont pérennes. L'exposition internationale qui aura lieu prochainement à Dakar connaîtra la participation de 60 exposants algériens. La marchandise expédiée aujourd'hui sera présente dans cette manifestation économique. Une nouvelle initiative d'exportation assure la présence de l'Algérie dans la scène économique africaine. Un immense marché doté d'un potentiel de plus de 300 000 consommateurs dans le continent. En Algérie, les députés ont dit oui à la nouvelle loi de finances 2022. Hier, ils se sont exprimés en faveur du texte régissant les dépenses et les recettes de l'État qui a tout de même subi quelques amendements. Khaireden Battash. Le projet de loi de finances 2022 passe l'épreuve de l'APN avec succès. Les députés de l'Assemblée populaire nationale ont adopté à la majorité, mercredi lors d'une plénière, la loi présentant les dépenses et les recettes de l'État pour l'année à venir. Nous sommes présents ici aujourd'hui afin de nous prononcer sur la future loi finance du pays. Avant de passer au vote, la Commission des finances et du budget avait entamé, dimanche dernier, l'examen de 42 amendements proposés au projet de loi de finances 2022. Parmi les dispositions phares entérinées par les parlementaires figure l'article 187 sur la révision du système de subvention, notamment sur les produits de première nécessité, ainsi que la création d'un dispositif national de compensation au profit des ménages ayant un faible pouvoir d'achat. Après amendement de l'article, certains garde-fous quant à son application ont été introduits afin de permettre un débat plus large incluant toutes les parties prenantes du secteur de l'économie nationale. Son entrée en vigueur est prévue pour l'après-2022. L'État n'a jamais eu la volonté de lever les subventions. Cette expression devrait même être proscrite vu le caractère social de l'État algérien. Je le réaffirme, nous n'avons jamais planifié cela. Et j'en veux pour preuve qu'un montant de 1942 milliards de dinars a justement été affecté dans le cadre de la loi de finances 2022. Basé sur un prix de référence du baril de pétrole à $45 pour la période 2022 à 2024 et un prix du marché à $50, la loi de finances 2022 prévoit une croissance économique de 3,3% pour l'année prochaine. D'autre part, elle table sur des exportations d'hydrocarbures de 27,9 milliards de dollars et des importations de marchandises qui devraient atteindre 31,8 milliards de dollars. Les recettes budgétaires s'élèvent à 5,6 milliards de dinars, composés de 3,5 milliards de dinars de ressources ordinaires et de 2,1 milliards de dinars de fiscalité pétrolière. Et si l'Algérie était la Mecque des révolutionnaires, sa capitale, Alger, elle, est un passage obligatoire pour les personnalités politiques ou culturelles et même sportives venues d'ailleurs. Entre les dédales d'Alger Centre et son très célèbre café Milk Bar, les invités de l'Algérie ont une palette de choix. La ville d'Alger n'est pas que tourisme, l'enjeu est politique aussi. Et à l'approche des locales, les candidats mettent les bouchées doubles pour conquérir l'une des plus importantes mairies d'Algérie. Appréciez ce sujet, signé Leïla Gartal. À la veille des élections communales en Algérie, prévues pour le 27 novembre, les candidats poursuivent leur campagne pour conquérir les urnes. Plusieurs candidats sont en lice pour conquérir la capitale, des partis comme le FFS ou le Hams, ou même des candidats indépendants convoitent la capitale en défendant leur programme. Ces élections sont certes locales, mais revêtent une portée nationale, en l'occurrence la ville d'Alger. Alger n'est pas seulement une belle ville au charme certain, mais c'est aussi la capitale du pays. Elle revêt de ce fait une importance non négligeable de par sa position géostratégique donnant sur la rive nord. C'est en quelque sorte le Balkan sur l'Europe, une interface sur le monde. C'est pour cette raison qu'Alger se gouverne autrement. L'enjeu est de taille car, à l'instar des grandes capitales de ce monde, Alger porte en elle ses lettres de noblesse.
Offrant une multitude d'opportunités économiques et commerciales, la capitale jouit d'un atout important, son port. Un accès maritime ouvert aux échanges et transactions commerciales internationales. Sur le plan culturel, Alger demeure un joyau architectural pour les connaisseurs, vitrine du pays. Les visites d'officiels ont toujours eu ce quelque chose de particulier. Que de personnalités et d'artistes étrangers se sont promenés dans ces rues, du président Chirac à Macron en passant par Sarkozy, ou encore le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui a siroté son café au mythique Milk Bar loin de toute contrainte protocolaire. Alors, qui des candidats prendra la ville d'Alger ? Et sans transition, on passe au sport. Après Bahreïn et Abu Dhabi, c'est au tour du Qatar, le 3e pays du Golfe, à organiser un Grand Prix de la Formule 1. La 20e course de la saison 2021 à Losail s'annonce forte. Lecture de Salah Faisal. Grand Prix du Qatar, une première dans les annales de la Formule 1. Pour l'édition 2021, Lewis Hamilton, le champion sortant, défendra son titre sur le circuit international de Losail, situé à la périphérie de Doha. Une fin de saison relevée. Le mano à mano, malgré la course émouvante remportée par Lewis Hamilton le week-end dernier au Brésil, qui rallonge le suspense et donne de l'espoir à son constructeur. L'affaire du cas de Mercedes contre Max Verstappen va être étudiée ce jeudi. S'il est validé, le pilote de Red Bull pourrait être pénalisé. Je n'y ai pas beaucoup pensé. Je n'ai pas regardé la rediffusion, mais ce fut un duel difficile. Je m'attendais vraiment à cette rivalité. On ignore exactement ce que Mercedes peut obtenir après ce coup, car Lewis Hamilton à Doha promet des rebondissements. Son seul tort a été d'avoir des origines algériennes. Son nom est partout sur les réseaux sociaux. Miss Maroc Kautar Ben Halima doit représenter son pays lors du concours Miss Univers. Cependant, certains Marocains demandent sa destitution immédiate du fait de ses origines. Le point sur cette polémique avec Fatma Mahani. La représentante du Maroc pour le prestigieux concours Miss Univers ne semble pas faire l'unanimité. Kautar Ben Halima fait la une de plusieurs médias, suscitant la colère de Marocains qui demandent sa destitution immédiate. Et pour cause, les origines de la jeune Miss de 22 ans. Elle raconte dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux le parcours de sa grand-mère qui quitte l'Algérie au moment de la guerre pour s'installer au Maroc. Elle y prône l'aide qu'a apporté sa grand-mère à plusieurs femmes marocaines en leur apprenant à coudre et à construire leur indépendance. Des propos qui n'ont pas plu à certains internautes. Et c'est peu dire, puisqu'un hashtag a été lancé, Kautar n'est pas marocaine. Pour rappel, Kautar Ben Halima, qui est première dauphine de Miss Maroc, a pris la place de représentante du Maroc au concours Miss Univers après que sa consoeur ait été blessée dans un accident. Ce débat, sur fond de relations tendues entre le Maroc et l'Algérie, ne risque pas d'arranger les choses. La relation entre les deux pays s'est nettement détériorée ces derniers mois. Culture, à New York, un autoportrait de la fameuse artiste mexicaine Frida Kahlo a été vendu à un prix record. L'œuvre d'art latino-américaine devient aussi la plus chère de l'histoire vendue aux enchères. Amira Beja. Le tableau s'intitule Diego et yo, autrement dit Diego et moi, et un portrait de l'iconique Frida Kahlo. Elle nous fixe de son regard intense surmonté de ses sourcils. Des larmes coulant de ses yeux, sur son front apparaît comme un troisième œil le visage de Diego Rivera, l'homme de sa vie, celui qui a fait son bonheur et sa peine. Diego Rivera, 2 fois marié à Frida Kahlo, le peintre mexicain est peu représenté dans l'œuvre de sa femme. À eux deux, ils forment un couple mythique. Le duo était surnommé l'éléphant et la colombe. Leur vie commune a connu de nombreuses blessures et cela n'a cessé qu'avec la mort de Frida en 1954. Ce qui explique sans doute le montant record de cette vente exceptionnelle qui a atteint les 34,9 millions de dollars, au moins d'1 minute aux enchères à New York. L'œuvre d'art de Frida Kahlo a été acquise par le fondateur du Musée des arts latino-américains, Eduardo Castantini. Cette transaction a rendu Frida l'artiste femme latino-américaine dont l'œuvre est vendue la plus chère. Frida n'a pas produit beaucoup de peintures en raison de sa santé fragile, mais cet autoportrait minimaliste est poignant et résume tous les thèmes travaillés par l'artiste.
Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, retrouvez Riyad Lahril pour le 13h et Fatma Mhani pour le 19h. Très bonne soirée à tous sur Al 24 News.